l'espèce humaine, celle-ci a cherché à élargir son champ d'action. Après avoir établi son contrôle sur l'ensemble de la Terre, l'être humain a tourné son regard vers l'espace en commençant par l'envoi du premier satellite Sputnik dans les années 60. Et avec lui débuta les prémices de la conquête spatiale. L'inventivité de l'homme a permis d'envoyer de nombreux satellites en orbite terrestre, ceux-ci devenant presque indispensables au quotidien de l'humanité. Ces astres artificiels lui ont permis d'améliorer son quotidien, mais aussi d'avancer dans le domaine de la recherche et de la compréhension de son espace environnant. Malgré ça, le projet de conquête spatiale est très en dessous de ce que pouvait laisser espérer la multitude de projets menés dans les années 60. Aujourd'hui, l'humanité n'a réussi qu'à coloniser son espace proche et les seuls humains dans l'espace sont ceux de la Station spatiale internationale. Mais l'homme continue de construire, d'innover et de mener à bien son projet. Nous avons rencontré Monsieur Wes. Monsieur Wes, quel est le rôle d'un ingénieur spatial? L'ingénieur spatial intervient dans la conception, la construction et l'entretien des engins utilisés pour l'exploration spatiale. Existe-t-il plusieurs métiers affiliés à l'ingénierie spatiale? Tout à fait, cette filière comporte un large panel de possibilités. Il y a dans un premier temps l'ingénierie mécanique, où l'ingénieur va calculer la vitesse et la trajectoire de satellites lorsqu'ils sont en orbite pour permettre de déterminer les contraintes, les matériaux utilisés pour pouvoir l'envoyer en orbite. Et dans mon cas, par exemple, il y a l'ingénierie de propulsion, où l'ingénieur va prévoir, concevoir les systèmes de propulsion pour justement envoyer ce satellite en orbite et l'y maintenir. Ça, ce sont les principales voies, mais évidemment, il en existe d'autres. Et vous, quelle est votre spécialité? Eh bien, personnellement, je suis ingénieur en propulsion. Donc, je suis chargé du maintien du satellite en orbite, de la conception et de la réalisation des équipements adéquats pour la mise à feu d'une fusée ou d'un satellite. Pour cela, je détermine les contraintes à respecter, telles que les perturbations spatiales en tout genre, par exemple. Je réalise et assiste à plusieurs simulations dans des bureaux d'études. De la même manière, je contribue à la mise en œuvre de l'architecture de l'engin et je détermine les composants adéquats à sa construction et à son maintien en orbite. Servent ces bureaux d'études? Le bureau d'études, il s'agit d'un lieu où se réunissent les ingénieurs pour participer à la conception, la réalisation et la simulation de l'engin. Et c'est là où tous les résultats et tout le matériel nécessaire à la mise en pratique de la théorie sont stockés. Et suite à ces tests, que deviennent les machines testées? Après c'est assuré via une batterie de tests qui ne présentait aucun malfonctionnement. Soit nous le mettons sur le marché dans le but d'en tirer des bénéfices, soit nous l'envoyons en orbite en général. En orbite, à quoi sert-il? Eh bien, le satellite pourra contribuer à la recherche ou être utilisé dans la vie quotidienne au bénéfice du plus grand nombre via des technologies comme le GPS par exemple. Aujourd'hui, les satellites sont très présents dans notre vie quotidienne. Le meilleur exemple est le GPS, le Global Positioning System, ou Système mondial de positionnement, est un projet lancé dans les années 60 par le président américain Richard Nixon et devait bénéficier au départ uniquement à l'armée, même si aujourd'hui tout le monde peut y avoir accès. Avec un premier satellite lancé en 1978 et 24 disponibles à partir de 1995 et uniquement consacré au GPS. Ce dernier est maintenant efficace sur la globalité de la planète, même si ce n'est qu'à partir des années 2000 que la technologie sera disponible au grand public. Aujourd'hui, la technologie continue de s'affiner avec un ajout constant de satellites ou le remplacement d'un certain nombre d'entre eux par des satellites technologiquement plus évolués. Le GPS présent dans un véhicule joue le rôle d'un récepteur qui capte les signaux de 4 satellites équipés d'une horloge atomique. Il calcule ensuite le temps de propagation de ces signaux entre lui et les satellites, ce qui permet de déterminer la position du récepteur et donc du véhicule par trilatération avec une précision minimum de 50 mètres.